j'ai des conflits d'intérêts, en particulier avec Abbott, puisque j'implante des CardioMEMS. Donc le CardioMEMS, c'est un capteur sans fil de petite taille qui est implanté et laissé définitivement dans une branche de l'artère pulmonaire gauche et qui permet de mesurer les pressions pulmonaires. Et ceci grâce à un système. Alors c'est un MEMS, quand je dis toujours aux patients, ils veulent savoir ce que c'est la carte Vélib, enfin à Lille ça s'appelle Vélib. C'est un système qui n'a pas de batterie. Alors comment ça marche? Ça utilise l'énergie qui est véhiculée par les ondes de radiofréquence émises par soit cet oreiller que le patient prend, soit cette unité hospitalière qui nous permet, nous, d'interroger. Donc ce n'est pas un holter de la pression pulmonaire. Vous ne dites pas à 3 h du matin, tiens, j'allais vérifier la pression de monsieur untel. Non, il faut qu'il y ait une participation active du patient. Il doit tous les matins allumer son appareil, son oreiller, s'allonger dessus, et à ce moment-là, le CardioMEMS va s'activer et va mesurer la pression et envoyer cette pression vers l'appareil, l'oreiller, qui va l'envoyer sur un site internet. Donc il y a une participation active du patient, et vous avez ce type de mesure. Donc vous avez ici la mesure la présentation dans la publication Princeps. On se dit ouais, c'est très beau, qu'est-ce qu'on a en réalité? On a exactement la même chose. Ça, c'est un de mes patients vous voyez, vous reconnaissez très bien la pression pulmonaire, la systolique, la diastolique. Et après l'implantation, ça aussi c'est issu de la publication, vous allez avoir une phase d'adaptation thérapeutique qui permet de faire diminuer les pressions pulmonaires, et puis ensuite vous surveillez au quotidien les pressions du patient pour pouvoir augmenter les traitements si jamais vous voyez les pressions qui montent. Et vous avez ici les pressions d'un de mes patients, et vous avez une modélisation et vous voyez que les pressions baissent progressivement au cours du temps. Alors cette CardioMEMS a été étudiée dans une étude américaine en randomisé, c'est-à-dire que tous les patients avaient le CardioMEMS et ils étaient randomisés, un groupe traitement médical adapté avec le CardioMEMS et un autre groupe traitement médical classique sans adaptation avec le CardioMEMS. Le but était de voir s'il y avait une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque dans les 6 mois après l'implantation. C'était des patients en classe 3 qui avaient déjà été hospitalisés pour une première décompensation, et l'étude est positive avec une diminution significative des hospitalisations et de toutes les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, confirmée avec un suivi plus long de 1 an, et ceci quel que soit le niveau de fraction d'éjection, que la fraction d'éjection soit basse ou préservée. Ensuite, il y a eu un certain nombre de registres qui ont été publiés. Alors ces études qui sont beaucoup moins bonnes en termes scientifiques, puisqu'il n'y a pas de groupe contrôle, ce sont des registres de la vraie vie. Ils ont comparé uniquement le taux d'hospitalisation dans l'année qui précédait l'implantation du CardioMEMS par rapport à l'année qui a suivi l'implantation du CardioMEMS. On a une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque dans des taux de diminution qui sont comparables avec l'étude Champion. Alors vous voyez ici un de mes patients avec un CardioMEMS, il est là. Le taux de complication est extrêmement faible, inférieur à 2%, et le taux d'échec d'implantation ou d'échec de lecture de la pression est également extrêmement faible. Et ce qui est assez remarquable aussi, c'est la compliance des patients, puisqu'elle dépasse 90%, ce qui est bien plus important, cette compliance, que dans les autres systèmes de télémédecine. Alors tout récemment, à l'ESC a été présentée l'étude GUIDE-HF, où là ils ont voulu élargir un petit peu la population en prenant des patients en classe 2 et des patients en classe 4, pas que des classes 3, et également des patients qui n'avaient pas forcément été hospitalisés pour une décompensation cardiaque, mais qui avaient un taux de BNP qui était élevé. Et ils ont voulu voir si l'utilisation du CardioMEMS permettait de diminuer, non pas uniquement les hospitalisations, mais leur objectif principal, c'était mortalité et hospitalisation pour insuffisance cardiaque à 1 an. Et l'étude est neutre, enfin, il n'y a pas de base significative, vous voyez, de l'objectif principal, et c'est à la limite de la significativité pour les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, mais entre-temps, entre le début de l'étude et la fin de l'étude, il y a eu le Covid, et donc ils ont fait une analyse qui a été pré-spécifiée, c'est-à-dire discutée avec les autorités de santé pendant le suivi
des patients pendant l'étude, une analyse en arrêtant le suivi au moment où le Covid est apparu et où il y a eu les confinements. Et lorsqu'on prend uniquement cette période pré-Covid, on a une diminution significative de 19% de la mortalité des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et une diminution qui est tout à fait comparable à ce qu'on avait avec l'étude Champion, de 28% des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Alors ceci s'explique parce que pendant la période Covid, il y a eu beaucoup moins d'événements dans le groupe contrôle. Et effectivement, chez mes patients, pendant la période Covid, pendant la période de confinement, j'ai vu les pressions diminuer. Et d'ailleurs, juste après le premier confinement, quand ça a été élevé, les pressions qui sont remontées chez mes patients parce qu'ils étaient confinés, qu'ils devaient suivre, à mon avis, correctement leur régime sans sel. Alors, vous avez ici l'effet sur les différentes sous-groupes. Vous voyez que les patients en classe 4, finalement, ne sont pas des patients qui semblent être les plus répondeurs, mais vous voyez qu'il n'y a pas de grosse différence entre les classes 2 et les classes 3. Et je m'attendais à ce que les patients ayant qu'une élévation du BNP répondent moins bien au cardio-MEMS, entre guillemets répondent, mais vous voyez qu'il n'y a pas de différence que ce soit pour le sous-groupe sélectionné uniquement sur le taux de BNP par rapport au sous-groupe qui a présenté une hospitalisation pour décompensation cardiaque. Alors la télémédecine, en revanche, on en parle beaucoup effectivement, en particulier depuis la crise Covid, et toutes les études sont malheureusement décevantes. Alors c'est des systèmes externes qui permettent de mesurer le poids, la tension artérielle, éventuellement des symptômes. Et vous voyez que toutes les études qui ont été randomisées sont neutres, n'améliorent pas la morbidité de nos patients, ne diminuent pas les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, sauf une étude allemande qui est Time HF2, où là, l'objectif principal est un peu curieux, qui était le nombre de jours perdus en raison d'un décès ou d'une hospitalisation. Et l'utilisation de ce système-là permet effectivement de réduire ce nombre de jours et de diminuer d'ailleurs la mortalité totale de manière significative et pas la mortalité cardiovasculaire. Alors ça a l'air de marcher effectivement, mais au prix d'une prise en charge extrêmement difficile et lourde. Vous voyez ici le nombre d'interventions qu'il faut. S'il fallait des cardiologues et des infirmières 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre au téléphone et adapter les thérapeutiques. Et donc ça, c'est faisable éventuellement dans une étude, mais dans la vraie vie, ça paraît très compliqué. Alors ça a l'air de marcher puisque dès qu'ils ont arrêté le système de télémédecine, vous voyez qu'un an après l'arrêt de l'étude, la mortalité, enfin les événements du groupe traité suivi par télémédecine rejoint le groupe contrôle. Et puis vous avez l'étude OSI-4, je en reparle un petit peu parce que c'est l'étude française qui nous a déçus parce qu'on pensait que ça allait marcher et qui montre qu'avec le système OSI-4, utilisé dans OSI-4, il n'y a pas de diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et des décès. L'objectif principal n'est pas atteint malgré une adaptation par des équipes particulièrement entraînées dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Alors les recommandations ont donné des niveaux de preuves qui sont 2B, B pour le télémonitoring, mais également pour le cardio-MEMS. Et donc en conclusion, le cardio-MEMS c'est un dispositif qui est relativement simple à mettre, qui est ingénieux puisqu'il n'y a pas de batterie et il fonctionne définitivement, qui a démontré dans une étude randomisée son efficacité avec une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Je pense qu'il faut absolument une sélection rigoureuse des patients pour pouvoir mettre en place ce cardio-MEMS pour être sûr d'avoir des patients répondeurs. C'est un système qui diminue par la baisse des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, le coût de l'insuffisance cardiaque. L'appareil en lui-même, il coûte quand même, comme tous les appareils implantés, une vingtaine de 20 000 € à peu près. Donc au départ, il y a un investissement. On ne pourra pas mettre ce cardio-MEMS à tout le monde, bien entendu. Il faut avoir une sélection
de patients, et il faudra comparer les différents dispositifs. En particulier, on a des dispositifs, des algorithmes dans l'estimateur cardiaque qui sont actuellement testés. Il y a d'autres systèmes implantés qui mesurent la pression dans l'oreillette gauche, et puis il y a des capteurs, soit sous-cutanés, soit percutanés, qui sont actuellement testés pour essayer d'apprécier l'état hydrosodé des patients et la pression les pressions cardiaques. On verra un petit peu quels sont les différents dispositifs qui pourront nous aider dans le futur. Je vous remercie. Merci Pascal. Donc la télécardiologie pour l'insuffisance cardiaque, ça ne marche pas terrible. Il va peut-être falloir qu'on revoie notre copie ici, je ne sais pas, mais ça marche bien avec le CardioMEMS alors. Ça semble en tout cas beaucoup mieux marcher, oui. Et on se fait rembourser ça des CardioMEMS? Ah non, absolument pas actuellement. Voilà. Les autorités de santé françaises n'ont pas voulu rembourser actuellement le CardioMEMS, alors qu'il est remboursé dans d'autres pays, aux États-Unis bien entendu, mais également en Suisse. Je pense qu'en Allemagne, il est remboursé, on va peut-être demander. Et en France, non. Et on ne voit pas de thrombose de CardioMEMS, hein? Alors non, on met comme pour un stent de l'aspirine et du clopidogrel si le patient n'est pas anticoagulé. Sinon, s'il est anticoagulé, comme c'est souvent le cas, on ne met rien de plus. Et après un mois, ils s'endothélialisent, donc on arrête le clopidogrel, il ne reste plus que l'aspirine. Jean-Sébastien. Oui, Pascal, une question sur la sélection des patients. Du coup, c'est quoi pour toi ou les critères les plus importants? C'est des frequent flyers, c'est des gens qui reviennent plusieurs fois en décompensation odémateuse, ou on a déjà la preuve qu'ils sont très diurétiques dépendants? C'est quoi les critères pour toi? Je pense qu'il y a une cible qui est assez étroite. Il faut que le patient décompense relativement souvent, mais pas trop. C'est-à-dire une fois et on voit qu'il y a des signes de gravité, ou 2 fois, et qu'il ne soit pas trop avancé. Le gros insuffisant rénal, ça va être compliqué, et la dysfonction ventriculaire gauche, c'est extrêmement sévère, ça va être compliqué également. On va peut-être éviter une hospitalisation, mais on ne va pas forcément améliorer à long terme la prise en charge du patient. En revanche, j'en ai d'autres. Au début, j'ai testé, j'ai mis un panel différent de patients. Les premiers, c'était des très graves, parce que quand c'est nouveau, on essaye de sauver les plus graves, et ça, ce n'était pas une bonne idée. Et là, j'ai un panel de patients que je suis, que ce soit des insuffisances cardiaques à FEVG préservées ou réduites, qui sont hyper stabilisés, qui en décompensent plus depuis plus d'1 an. Jean-Philippe, hein? Merci Pascal. J'avais 2 questions. La première, c'est quid des endocardites? Est-ce que c'est rapporté ou pas du tout? Non, a priori non. Et la deuxième question, la plupart le paramètre essentiellement monitoré, c'est la pression pulmonaire. Donc il y a des algorithmes. On peut aussi calculer le débit cardiaque. Est-ce que tu penses que ça améliorerait encore les performances? Oui, tout à fait. Ils sont en train de travailler sur un algorithme avec la fréquence. On a la fréquence cardiaque, donc on voit les passages en fibrillation. Avec un algorithme pour déterminer à partir de l'aspect de la courbe et de la fréquence cardiaque le débit cardiaque, et j'espère l'avoir, parce que justement là où il peut se planter, se tromper le CardioMEMS, la prise en charge, on s'est trompé plusieurs fois, 2 fois en l'occurrence, c'est des patients graves où les pressions ne bougent pratiquement pas, le malade se dit moins bien et ils arrivent en bas débit terminal, forcément ils n'ont plus de débit, donc ils n'ont plus de pression. Donc la pression va baisser progressivement, on pense qu'il va mieux, mais il est en train de se mettre en bas débit. Et le fait de rajouter un algorithme de débit cardiaque, ce serait effectivement extrêmement intéressant. Autre question pour Pascal? Oui. Oui, Richard. Pour revenir à la télécardiologie plus classique, est-ce que tu penses que c'est pas finalement justement la structure de l'intervention elle-même qui joue un rôle primordial, quoi, parce que finalement si on n'accompagne pas les patients, finalement il se passe rien. Moi qui étais un grand sceptique, je pense quand même que
il y a le fait d'avoir un lien entre une clinique d'insuffisance cardiaque. Quand le patient rentre chez lui, s'il a rien, il est tout seul, hein, il est perdu. Dès qu'il commence à aller pas bien, ça traîne un peu, puis finalement il se retrouve aux urgences. L'idée, encore une fois, c'est de faire en sorte qu'il passe pas par les urgences et qu'on puisse rétablir un peu la situation, mais il faut pouvoir intervenir en fonction des données qui remontent. Et souvent, cette partie-là n'est pas très bien faite ou étudiée dans les études, je pense. Le fait d'avoir un lien entre le patient et une équipe d'insuffisance cardiaque est effectivement fondamental. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la télémédecine envoie des informations qui ne sont peut-être pas les plus pertinentes pour pouvoir adapter les thérapeutiques. Le poids, ça me paraissait extrêmement intéressant, mais c'est peut-être pas suffisant. Un autre élément, on dit classiquement que le CardioMEMS détecte les élévations de pression bien avant l'élévation de poids. Et l'autre élément que j'ai vu chez mes patients, c'est que pour faire baisser des pressions, il faut beaucoup de temps. Alors que lorsqu'on prend une surveillance du poids, au bout de 15 jours, on dit aux patients, vous prenez votre dose d'avant. Et moi, j'ai des patients, il me faut 4 mois avant d'avoir des pressions qui sont normalisées. Et c'est peut-être là-dessus que le CardioMEMS gagne, parce qu'on prolonge la durée de l'augmentation des posologies. Oui, et puis il faudrait que nos administrations comprennent que pour faire de la télécardiologie, il faut du personnel. Oui, effectivement. C'est pas l'inverse. C'est pas parce que les patients sont à distance et qu'on a des monitoring à distance qu'on n'a plus besoin de personnel. En pratique, quelle est la procédure interventionnelle pour la pose d'un CardioMEMS? On peut donner un micro. C'est une ponction veineuse par voie fémorale avec un 12 French. Et puis après, on monte un cathé porteur et on libère le CardioMEMS. On le libère, il tient tout seul dans la paix gauche. Il y a les deux petites boucles qui sont au-dessus et en dessous. Celle du bas va aller se ficher dans l'artère pulmonaire et être bloquée. Donc le CardioMEMS ne va pas avancer. Et puis la boucle du haut stabilise le CardioMEMS et ensuite il va se plaquer le long de la paroi de l'artère et va secondairement s'endothélialiser. Très bien. Parfait. Messieurs. Moi, j'avais juste une question pour Pascal. J'ai appris que le non-remboursement en France, c'était des problèmes de pharmacovigilance. Mais on a l'impression que c'est vrai qu'on a très peu d'événements avec tous les CardioMEMS qui ont été posés. On n'a jamais vu de patients revenir avec des perforations d'artères pulmonaires ou de choses comme ça, quoi. Ils ne sont pas satisfaits par les résultats. Ils auraient voulu avoir une étude avec une diminution de la mortalité, une étude qui compare également le CardioMEMS au BNP. Les études avec le BNP où le poids ne marche pas, mais ils veulent quand même une étude qui compare le CardioMEMS à des techniques qui ne marchent pas. Et le CardioMEMS n'est pas là pour sauver les gens. C'est pas comme un IEC ou un bêta-bloquant, ça ne va pas modifier la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque. Ça donne que des pressions, donc ça ne peut uniquement diminuer les hospitalisations pour l'insuffisance cardiaque. Alors on peut peut-être diminuer un peu la mortalité en diminuant les hospitalisations, mais on ne va pas changer l'évolution de la maladie. Donc d'essayer de diminuer la mortalité, ce n'est pas une bonne idée comme objectif principal.